Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est probablement la meilleure manière de coder en 2026. Ce que j'entends par là, la manière dont les gens chez Klein ont commencé à réfléchir à la problématique de ça va être quoi de coder avec l'IA. À mon avis, ils sont dans le bon et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une grosse présentation, un énorme tutoriel, une mini masterclass, que dis-je, une énorme formation gratuite sur Klein et sur comment vous allez pouvoir l'utiliser vous en tant que développeur. Ok, retour du coup sur les petites mind maps. Vous m'avez dit en commentaire que vous aimiez bien et ben moi j'aime bien ce qui vous plaît. Voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, présentation rapide de Klein. On va voir que c'est l'extension du coup IA la plus populaire en termes d'open source. Voilà, donc vous avez Cursor d'un côté, propriétaire, etc. Et vous avez Klein de l'autre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ensemble et on va configurer des modèles. Je vais vous montrer le fonctionnement du coup général de Klein et en quoi ça diffère totalement de ce que vous avez pu connaître sur GitHub Copilot, sur Windsurf et même sur Cursor. Je vais vous montrer en quoi leur système de mémoire est déjà hyper avancé et on parle d'un outil qui a déjà commencé à réfléchir à ça il y a un an, quelque chose comme ça, là où Cursor venait à peine de sortir son mode agent. Je vais vous montrer du coup la différence fondamentale, ce qu'il y a entre le mode plan et le mode act. Si vous avez regardé la toute première vidéo de la chaîne, qui est la vidéo sur laquelle je redirige tout le monde, comment est-ce qu'on a gagné 2 heures par jour en codant avec l'IA que j'ai tourné il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Je vous parle du mode architecte et du mode éditeur. Vous avez un système qui va planifier, qui va réfléchir. Et ensuite, vous avez un agent qui va écrire le code. Les deux sont totalement dissociés et ne font pas du tout la même chose. Plus ça avance et plus on tend à faire ça, mais avec du multi-agent. Mais ça, on en parlera plus tard. Je vais vous montrer un peu les bonnes pratiques et les limites, voire les risques que ça peut engendrer d'utiliser Klein, ce que pense de la communauté, et je vais vous présenter ma conclusion, grosso modo, de ce que je pense de tout ça. On a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui. Donc Klein, qu'est-ce que c'est? Klein, c'est tout simplement une extension qui a été téléchargée 1,3 million de fois. C'est énorme. C'est l'extension IA la plus populaire, du coup, sur le store de VS Code. Je vais vous montrer en quoi c'est différent. Ils vous l'expliquent sur leur site, mais moi, je vais bien sûr vous l'expliquer beaucoup mieux. Et je vais vous montrer vraiment en quoi ça diffère d'une utilisation classique, entre guillemets, d'outils comme par exemple Cursor. Ici, vous avez un mode plan où vraiment, vous allez demander à l'IA de réfléchir, de créer un plan. Ce plan-là va mettre à jour une base de données. Ok. Ce plan-là et cette base de données-là vont vous servir à coder derrière et à générer du code avec un agent. Il n'y a même pas de système d'autocomplétion sur Klein, c'est tout avec l'agent. Alright, ils ont aussi des MCP serveurs et en fait les MCP, il y a tellement à dire dessus que je ferai carrément une vidéo, je pense, une grosse vidéo masterclass dessus pour vous montrer c'est quoi les MCP, comment vous pouvez les installer, c'est quoi vraiment les cas d'usage des MCP, parce qu'on en entend absolument parler tout le temps. Il y a beaucoup de buzz autour de ça. Venez, on repart sur les bases saines. Et pour finir avec Klein, ils ont une doc qui est vraiment bien faite. Si elle est courte, elle est simple, elle est efficace. Si vous prenez le temps, ne serait-ce que là, je vous mettrai de toute façon les liens en commentaire, comme d'habitude, je mets les liens des sources d'absolument tout ce que j'avance dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon. Ça, lisez-le. Prenez 1 heure pour le lire. Et en fait, juste, vous allez apprendre beaucoup plus que si vous avez regardé 600 vidéos sur le sujet. Bon, j'abuse un peu. Mais l'idée, c'est que leur documentation, elle est vraiment cool. Vous avez un guide de prompt engineering, vous avez tout le système de memory bank qui est expliqué, et je vous en parlerai un peu plus en détail dans cette vidéo, je vous montrerai comment ça marche exactement. Mais grosso modo, il y a vraiment pas mal d'informations super cool à lire. Vraiment des use cases, des key insights. On vous donne également pas mal de prompts vraiment complets que vous allez pouvoir réutiliser derrière. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a plein de petites pépites qu'on va découvrir aujourd'hui. Et même si c'est pas encore... C'est une approche totalement différente de celle de Cursor. Mais petit à petit, je pense que c'est eux qui ont raison sur le futur du dev. Petite précision ici sur un point particulier. Vous allez sans doute entendre parler, vous avez déjà peut-être entendu parler de Roocode, qui est un fork de Klein, ok? Vous avez Klein d'un côté et vous avez Roocode de l'autre, ok? Pensez un peu ça comme une version différente de Linux. Vous avez, je sais pas moi, Debian d'un côté, Ubuntu. Voilà, c'est les mêmes bases, les mêmes trucs, mais les visions divergent, ok? L'avantage d'utiliser Roocode, c'est qu'ils vont beaucoup plus loin. C'est un système beaucoup plus avancé que celui de Klein et qui a beaucoup plus de mises à jour. Je ferai une vidéo totalement dédié à Roocode, mais je pense que Klein, pour commencer, avec le système de memory bank, c'est un bon début. En termes d'installation et de configuration, donc on va installer l'extension ensemble. En fait, on va même pas installer l'extension ensemble, parce qu'il faut simplement taper Klein, du coup, sur le système de recherche de VS Code, comme ceci. Et une fois que vous avez tapé Klein, assez surprenant, l'extension apparaît. Une fois que l'extension est apparue, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez l'installer. C'est fort. Bref, l'idée derrière ce petit sarcasme, c'est simplement de vous dire que l'installation, elle est ultra facile à faire et que c'est une extension directement dans VS Code. Donc a priori, vous pouvez même utiliser Klein sur Cursor ou sur Windsurf, même si du coup, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est simplement, du coup, vous restez dans l'écosystème de Microsoft. Voilà. Et je vous le dis aussi parce qu'on va faire un tutoriel. On va faire une vidéo sur Roocode. Vous voyez, il y a 400 000 installations. C'est noté 227 étoiles. Alors que ici, on est à 1,3 million et qu'on est seulement à 79 avis. Donc en fait, on voit clairement que la communauté est en train de partir dans une direction plutôt que dans sa décision historique, si je puis dire. Lorsque vous allez installer Klein, vous allez avoir l'interface de Klein. Normalement, je vous ai zoomé ça pour que vous puissiez avoir accès à tout. Ici, vous avez
la possibilité d'avoir un compte. Et ça peut être bizarre pour une techno open source d'avoir un compte et de devoir se connecter quelque part. Et même de pouvoir finalement ajouter des crédits pour payer du coup un système de tokens pour pouvoir aller récupérer et se connecter par exemple chez OpenRouter. Je pense qu'en fait, juste ils ont un partenariat avec OpenRouter. Et si vous connaissez pas OpenRouter, on peut en parler. En fait, c'est un système, c'est juste une interface centralisée où juste vous allez attaquer l'API d'OpenRouter et OpenRouter va diriger en fonction du modèle que vous appelez vers Gemini, vers GPT, vers Claude, ou peu importe. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à implémenter les providers comme on l'a par exemple fait dans la masterclass sur Cursor où j'ai décidé d'implémenter Mistral et que j'avais dit GPT à côté. C'est pas les mêmes formats API, c'est pas la même manière de communiquer. Là, en fait, vous vous en tapez. Vous appelez juste OpenRouter et ils font leur tobouille en interne. Et ce qui est assez cool avec OpenRouter, pour faire une petite aparté là-dessus, c'est que du coup, vous avez le classement des LLM les plus populaires. Ce qui est assez incroyable parce qu'on a le top aujourd'hui et vous pouvez clairement voir que les modèles comme Gemini sont en train d'exploser. Ils sont absolument ici partout. Que le top this week change pas beaucoup du top, si ce n'est que GPT 4.1 vient de sortir. Vous avez le top du mois et bien sûr vous avez le trending. On voit que systématiquement il y a souvent Claude, Gemini et GPT. C'est un peu la base. De temps en temps, il y a Llama qui pète ou DeepSeek. Donc voilà partie création de compte sur Klein. Très honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Il vous donne $1, je crois, quand vous vous connectez pour la première fois. Je vous donnerai une petite astuce après pour ne pas avoir $1, mais avoir $300 gratuitement. C'est cadeau. Ok, une fois qu'on est parti là-dessus, donc du coup, voici l'interface de Klein. On peut voir que j'ai fait pas mal de petites choses avec. Et pour rester du coup dans le cadre de cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un compte sur OpenRouter et d'y connecter directement votre clé API. Comme ça, c'est fait, vous prenez plus la tête. Vous mettez $10 par exemple sur OpenRouter. Ça vous coûtera la même chose, si ce n'est moins, que si vous l'aviez fait sur GPT, sur Gemini, sur tous ces systèmes-là. Sauf que là, vous le faites qu'à un seul endroit, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec du multi-compte. Et ce qui est vachement bien, c'est que le jour où, il y a GPT 4.1 qui vient sortir, trop bien. Vous avez juste à switcher en un quart de seconde. Vous n'avez pas besoin de vous connecter sur la plateforme d'OpenAI pour régénérer des clés. Vous n'avez pas besoin de vous connecter sur la plateforme d'Anthropic pour régénérer des clés. Tout ce dont vous avez besoin, c'est simplement de vous loquer sur votre compte OpenRouter et d'y rajouter des crédits à l'intérieur. Aussi simple que ça. Juste pour clarifier les choses. Je suis peut-être un fou d'IA, mais j'ai pas 3000 € de crédit de poser directement sur mon compte OpenRouter. C'est $2,83. Maintenant que ça c'est dit, pour vous présenter le système, ici tout en bas, vous avez possibilité de choisir du coup le provider que vous allez utiliser. Vous pouvez soit utiliser Gemini, soit vous connecter du coup à OpenRouter, soit vous connecter sur Klein. Bref, vous pouvez vous connecter un peu partout. Vous pouvez même vous connecter sur Mistral. Et je vous incite grandement à le faire parce que c'est français. Maintenant que ça c'est fait, vous allez pouvoir configurer plusieurs petites choses. La première, vous allez pouvoir ici dans vos paramètres, configurer votre provider, ok? Mais vous allez pouvoir le faire pour deux choses. La première, ça va être de l'utiliser du coup pour un certain modèle. Ici, c'est le plan et le act en même temps. Et vous allez pouvoir utiliser deux modèles complètement différents si jamais vous en ressentez le besoin. Évidemment, c'est la bonne chose à faire pour une utilisation avancée. Nous, on va tout mettre dans le plan et dans le act mode parce que c'est une vidéo grand public disponible un peu sur tout le monde. Mais du coup, bien sûr qu'il vous faut deux modèles différents sur le plan et sur le act, comme vous avez besoin de deux modèles différents pour l'architecte et pour l'éditeur. Sur le mode de planification, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est une version avec une énorme base contextuelle de tokens. Gemini, c'est entre 1 million et 2 millions. Suivant la taille du contexte que vous allez prendre, entre 1 million et 2 millions, c'est-à-dire que même une grosse codebase legacy, et vous pouvez tout envoyer dedans, tout va bien se passer. Les résultats seront peut-être pas énormes parce que plus vous rajoutez de bruit, comme vous le savez, moins une IA est efficace. Maintenant, dès que vous avez une grosse planification, plein de gros trucs à faire, Gemini. En revanche, pour tout ce qui est action, vous avez deux modèles à utiliser. Bien évidemment, Anthropic. Vous partez sur, soit pour Claude 3.7 sonner en mode normal, pas en mode thinking. Vous avez déjà réfléchi avec votre plan. Vous n'avez pas besoin que l'IA réfléchisse en plus. Ou simplement en mode 3.5 sonner aussi. Je suis pas spécialement convaincu par la version 3.7. C'est une très belle transition vers la version 4 qui, je pense, va arriver avec certaines nouveautés qui vont surprendre tout le monde. En tout cas, si j'ai raison. Mais pour le coup, la version 3.7, je suis pas convaincu. Donc 3.5, 3.7 pour le mode Act. Bien évidemment, le modèle 4.1 de GPT. Sachant que ce modèle-là, vous allez le voir, il va exploser un peu partout. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo là-dessus. Le modèle 4.1 va s'arrêter à chacune des étapes du plan. Vous avez 3 étapes. Au bout de l'étape 1, il va vous dire « C'est bon, j'ai bien fait ». Vous allez lui dire « Oui, c'est cool, vas-y, continue ». À l'étape 2, il va vous dire « C'est bon, j'ai bien fait ». Vous allez dire « Oui, t'inquiète ». Mais si vous avez 10 étapes comme ça, vous allez péter un cap. Alright, du coup, nous, on repart là-dessus. On utilise exactement le même modèle. Ici, j'ai créé une instruction personnalisée que j'ai un chouille modifiée. Mais cette instruction personnalisée-là, elle se retrouve directement depuis la documentation officielle de Klein. C'est dans la Klein Memory Bank ici, et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Pour finir sur la configuration, vous pouvez autoriser du coup l'envoi de données anonymes. En vrai, à vous de savoir si vous voulez aller dans ce genre de choses ou pas. Mais bon, c'est toujours sympa d'aider des modèles open source. Concernant la privacy et du coup le fait que les modèles soient anonymes ou pas, sur une
Codebase d'un client, un truc particulier, j'avoue que cette case-là, je la décoche toujours. Maintenant, là, je suis sur un projet open source, je suis sur quelque chose qui va se retrouver sur GitHub. A priori, ça me dérange pas de donner des données à la communauté, bien au contraire, c'est open source, faites-vous plaisir. En termes de réglages avancés, vous en avez pas beaucoup. Le path de Chrome pour l'exécutable, parce que des fois, il a besoin de pop un browser, en fait, et le fait de pouvoir donner votre path, c'est quand même plutôt cool. Un peu comme quand vous galériez à utiliser Puppeteer et ce genre de choses pour avoir un espèce de browser virtuel, parfois vous allez avoir besoin de ça. Moi, pour le coup, j'ai pas besoin de browser session parce que je suis en train de faire une extension VS Code, je vous la montrerai juste après. Les checkpoints, c'est hyper utile quand vous êtes en mode act. Systématiquement, il va faire un checkpoint, vous allez pouvoir revenir à la version d'avant et on va voir ça tout de suite. J'ai désactivé les MCP parce que là, pour le coup, je m'en sers pas. Et pour tout le reste, on s'en tape. À la limite, ici, je lui ai dit de me répondre en français pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple pour la vidéo. Maintenant, moi, le LLM, je lui parle toujours en français, je lui demande de me répondre en anglais. Les LLM sont plus performants en anglais, c'est normal. Toute la documentation sur laquelle ils ont été entraînés, c'est de l'anglais. Toutes les discussions, tous les forums, tout est de l'anglais. C'est soit de l'anglais, soit du chinois. Donc, si vous voulez les meilleurs résultats, bien sûr, parlez-lui et récupérez les réponses en anglais. Alright, on est good. On est good. Je pense qu'on est bien, il n'y a rien de plus que je peux vous montrer sur l'interface, c'est relativement simple. On peut faire une petite passe par rapport aux supports locaux parce qu'en fait, les supports locaux, c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne, alors que c'est un truc que j'utilise absolument jamais. Les LLM locaux, c'est trop bien. C'est trop bien pour jouer, c'est trop bien parce que vous avez une IA qui est sur votre ordinateur, c'est trop bien pour un milliard de choses. C'est pas trop bien, en revanche, c'est pour les performances. Ici, je vais zoomer parce que ça vaut carrément le coup de mettre ça en énorme. Les réponses sont 5 à 10 fois plus lentes qu'un service cloud. C'est hyper consommateur en tout et c'est clairement pas plus efficace. Voilà. Vous allez avoir besoin d'une énorme puissance de calcul pour arriver à un dixième, voire un centième du résultat que vous auriez si vous aviez appelé GPT 4.5. Même GPT 3 en fait. Donc globalement, n'utilisez pas de modèles locaux, sauf si vous avez envie de vous faire plaisir. Et encore une fois, si vous avez envie de hoster ça sur un système comme Grok, par exemple, qui n'est pas à confondre avec Grok, l'IA d'Elon Musk, ce qui n'a absolument rien à voir. Grok, c'est simplement un moteur d'inférence. En fait, ce sont des serveurs. C'est un genre d'OVH sur lesquels, du coup, les serveurs ont été optimisés pour que vous puissiez faire tourner des LLM. Là, du coup, vous avez une vitesse d'inférence, c'est-à-dire une vitesse de réponse qui est ultra rapide. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie de vous prendre la tête à hoster un LLM sur le côté, etc. C'est vraiment des problématiques sur lesquelles j'ai pas forcément d'avis. Pour 99% des devs qui regardent ces vidéos, il n'y en a pas besoin. C'est juste si vous avez des données ultra sensibles sur le côté. Et ça marche bien. Ok, maintenant que ça c'est fait, passons aux paramètres personnalisés et aux instructions. Je vous ai montré du coup mes paramètres personnalisés. Vous avez également possibilité de configurer des client rules. Donc de la même manière en fait que vous avez des cursor rules ici que vous connaissez, vous pouvez également avoir des client rules. Aussi simple que ça. Et vous pouvez également les avoir sous forme de dossier ou sous forme de fichier. Voilà, faut choisir entre les deux. Ces éléments-là, vous allez pouvoir également les récupérer depuis la petite balance ici. Et vous allez pouvoir soit créer des règles globales, soit créer des règles qui utilisent le workspace. Par rapport à ça, on est en train de développer du coup une extension que je vais vous présenter aujourd'hui qui permet de se partager des règles. Donc c'est pas nécessairement un point sur lequel je vais insister aujourd'hui. Maintenant, dans le guide du prompt engineering sur Klein, si vous descendez un chouille, vous avez ici toute la documentation concernant les client rules. Très honnêtement, c'est exactement la même chose que sur les cursor rules, sauf qu'ils ont une manière un peu différente de faire, notamment avec une espèce de banque, ok. Et ici, vous allez pouvoir mettre, en fonction des clients que vous avez, différents projets, avec une petite règle d'automatisation. C'est un peu l'approche qu'on veut récupérer avec l'extension, donc je vais vous le présenter tout de suite. Maintenant, avant de vous montrer l'interface utilisateur, je vais vous montrer ce que j'ai été capable de faire, juste avec quelques prompts sur Klein, et je connais absolument rien à VS Code, je connais rien aux extensions, pourtant j'ai été capable de vibe coder, aka j'ai tapé absolument aucune ligne de code pour construire cette extension. L'extension, elle est relativement simple. Ici, vous avez un onglet GitHub, et en fait, quand vous cliquez dessus, le chargement de l'extension apparaît. L'idée de l'extension est relativement simple. Vous ajoutez un répertoire. Ok. Ce répertoire-là va aller fetcher les règles. Et nous, on a mis notre répertoire avec nos rules. Ce répertoire-là, c'est un répertoire GitHub dans lequel vous avez par exemple des cursor rules ici. Bien architecturés, bien dans des dossiers propres. L'idée de l'extension, c'est de pouvoir aller se dire, ok, moi, j'aimerais bien avoir les règles sur TypeScript, par exemple. Ok, je vais les prendre. J'aimerais bien avoir les règles de... j'utilise pas Mobex, mais par contre, j'utilise React Router. Et j'utilise React, et j'utilise Tailwind, en version 4.1 bien évidemment. Ça vous permet d'aller récupérer les règles comme ça, voire même directement des dossiers entiers, et de pouvoir du coup les committer et les récupérer dans votre équipe. L'avantage de ces règles-là, c'est qu'elles ont été committées, elles ont été validées par la communauté, et qu'elles suivent une règle très précise. Il y a une nomenclature sur les règles. Systématiquement, on va les mettre dans des dossiers ultra précis, et vous allez pouvoir comme ça les mettre à jour et les récupérer. Pour moi, c'est l'extension qui manquait à tous les IDE IA, pour la simple et bonne manière qu'aujourd'hui, tout le monde fait ses règles de son côté, personne ne se les partage, et surtout personne ne se les valide. C'est-à-dire que demain, si vous commencez un nouveau projet en Python, en Vue, ou en je sais pas, ou une techno que vous ne maîtrisez pas, vous savez pas exactement quelle règle mettre. Quelle purée de bonne idée d'avoir un dépôt dans lequel vous avez des développeurs expérimentés qui ont mis des règles en commun, qui les ont mis en review et qui sont capables de se les partager. C'est le but de l'extension. Une fois que vous avez du coup coché l'ensemble des règles là, vous avez simplement appuyé sur le petit bouton ici,
Ça va aller tout télécharger, ça va pouvoir les mettre ici dans votre workspace. Là, ces fichiers-là, vous allez pouvoir les récupérer, vous allez pouvoir les committer directement à l'intérieur de votre projet, et voilà, ils sont à vous. Et on va mettre des fonctionnalités de mise à jour pour que si par exemple, à un moment donné, le système Tailwind, il change, ok, cool, on a des nouvelles règles sur Tailwind, il y a une mise à jour, vous pouvez la réinstaller. De la même manière, je ferai une vidéo dessus totalement dédiée, mais vous pouvez faire des pull requests pour ajouter vos règles et pour valider les règles des autres dans la communauté. Maintenant, discutons du fonctionnement général de Cline sur VS Code. Donc, la petite interface utilisateur que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est relativement simple. Petite interface latérale, petit chat intégré. On va voir du coup en quoi c'est différent de ce que vous allez voir d'habitude, le système de lecture, le système d'exécution, et en quoi c'est différent, et en quoi il y a vraiment une logique de collaboration derrière. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus parce que j'aimerais vous montrer ce qui fait la force de Cline. Ici, du coup, je me retrouve directement dans VS Code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode plan ici pour créer une nouvelle feature. Donc le système de chat, il est plutôt cool. Il permet du coup ici d'envoyer des instructions. Donc j'ai simplement dicté mon besoin, j'ai fait une dictée vocale, mais le but ça va être de créer une nouvelle feature sur VS Code. Et là en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va charger la limite de token, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et l'IA, elle va commencer à réfléchir parce qu'elle a été promptée pour ça. Elle va aller d'abord lire l'ensemble des projets dans la memory bank que je vais vous présenter juste après. Et là, ça va commencer, si vous voulez, à me faire un plan de ce que je dois faire. J'ai pas encore commencé à coder la feature. Là, je suis à l'étape d'avant, ce que tout bon développeur fait en fait finalement, réfléchir à l'implémentation, réfléchir à la meilleure architecture, réfléchir à la meilleure structure. L'IA est en train de réfléchir. Pendant ce temps-là, je monte le système de memory bank. Pourquoi du coup avoir un système de mémoire, c'est nécessaire. Aujourd'hui, l'IA, plus vous lui donnez d'informations, plus elle se perd. C'est un problème qu'on a tous et c'est ce qui fait que vous êtes tout le temps en train de lui rabâcher les mêmes choses. Une manière de corriger ça, c'est de lui donner des règles, ok? Les cursor rules, par exemple, c'est je t'ai dit d'utiliser les hooks de telle manière, d'appeler les fichiers de telle manière, de faire ceci de telle manière. Ok, trop bien. Maintenant, c'est un peu contraignant et c'est pas évolutif sur le long terme. De plus, ce ne sont a priori que des règles techniques. Or, nous, ce qu'on fait, c'est traduire un besoin fonctionnel en technique. On va donc avoir besoin de briefs, de PRD, de tâches, d'user story, de contexte en fait, et du contexte métier pour pouvoir l'injecter dans le code. Et c'est ce truc-là que vient résoudre en fait le système de memory bank. De cette manière-là, vous allez pouvoir injecter du contexte directement au plus proche de votre code dans votre IDE, et quand vous allez vouloir faire une modification, il va d'abord aller voir la base de mémoire pour vous dire « Ah ok, le produit d'Alex, c'est une extension sur VS Code, avant de modifier un truc, je ferais bien d'aller quand même me souvenir de c'est quoi l'extension exactement, de la même manière en fait que vous le feriez dans votre équipe. Donc la mémoire c'est nécessaire pour cette raison-là. Actuellement sur des énormes codebases, bien évidemment ça ne fonctionne pas. Donc disclaimer ici. Cependant, sur des petits projets, ça fonctionne extrêmement bien et ça permet de documenter. C'est quelque chose qu'on a de toute façon besoin de faire en tant que développeur et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui va continuer de mieux en mieux fonctionner à fur et à mesure que l'IA devient de plus en plus intelligente et qu'elle peut manger encore plus de contexte. Donc le principe de la memory bank, c'est le suivant. Vous avez un fichier project brief, un fichier tech context, un fichier system patterns et un fichier active context. Ok ? Le brief du projet, c'est grosso modo, c'est quoi ? La tech, c'est j'ai choisi d'utiliser VS Code, j'ai choisi d'utiliser TypeScript. Le system patterns, du coup, c'est tous les petits trucs vraiment que vous allez utiliser à l'intérieur de votre application. Je vais vous montrer une démo juste après. Active Context, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et par rapport à la documentation officielle, il manque deux fichiers, progress.md et product context. Pourquoi ? Parce que ces fichiers-là, en fait, même s'ils sont préconisés par la documentation officielle, dans le LLM, ils vont se perdre. C'est-à-dire que votre progress va du coup se battre avec votre active context. C'est quoi la différence entre la progression que vous êtes en train de faire et le contexte sur lequel vous êtes en train de travailler à l'instant T? C'est exactement la même chose. Donc c'est un peu bizarre, vous allez dupliquer les informations et si vous dupliquez les informations, vous créez 2 fois plus de sources d'erreur. De la même manière, le product context, c'est la même chose que le project brief finalement. Donc faites très attention par rapport à ça. Si on regarde la memory bank, je vais commencer par le project brief parce que c'est le plus important. Donc ce document sert de fondation pour le projet, blablabla, ça définit un peu ce qu'on va faire. AI-driven dev rules, AI-driven dev rules, VS Code extension, AIDD, ça me fait rire de le dire en anglais. Là, grosso modo, vous avez la description du projet, le but, le scope, et tout ça, c'est vraiment, je l'ai lu, je l'ai vérifié, on est vraiment bien, et ça vous a même donné une petite timeline. Ça ne sert à rien. Typiquement, c'est le genre de truc que des fois je supprime, mais ça revient, parce que du coup, c'est un peu dans le prompt initial et dans la manière de fonctionner de Cline. Mais là, du coup, vous avez vraiment les stakeholders, le projet et en quoi le projet doit être un succès, le scope de ce que vous allez faire. Bref, c'est vraiment un brief de projet, en fait, de manière assez simple. Vous avez les patterns système, grosso modo, quelles API vous allez taper, sur quoi vous allez vous baser. C'est un peu le système que j'ai envie que l'IA, elle garde en tête quand on va coder. Okay, le data flow, sa manière d'implémenter les choses, pourquoi du coup j'ai choisi un tree view et pourquoi j'ai pas choisi un autre type de composant. Bref, ça va relier un peu tout ça. À côté, vous avez le tech patterns. Là, c'est vraiment, ok, TypeScript, version de Node, j'ai choisi d'utiliser tel système de validation. Voici comment vous installez l'extension, comment est-ce qu'on build l'extension. Bref,
Il y a un peu de redit avec le système patterns et c'est ce qui m'embête en partie avec le système de Klein. Progress, c'est les éléments sur lesquels je suis en train de travailler. Donc vous avez ce qui marche et les issues en cours que je suis en train de traiter. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Il faut mieux gérer les erreurs et mieux gérer le système de performance et je vous montrerai ça juste après. Le product content, ça c'est pareil. C'est quelque chose qui est assez similaire au project brief finalement, mais c'est vraiment ce qui est à l'intérieur du produit. C'est quoi les fonctionnalités principales? C'est quoi ce qu'on veut en retenir? C'est quoi le flow utilisateur, etc. Donc c'est connexe, mais c'est assez différent pour autant. Dernière chose, le contexte actif. Vous avez tous les changements récents qui ont été récemment opérés. Ça permet à l'IA de se repérer pour savoir où elle se trouve. Il y a quelque chose que vous devez absolument remarquer ici, c'est que si par exemple je fais une recherche ici sur TreeView, vous avez de la TreeView dans le code. Ok. Et si j'avance de manière plus globale, j'en parle dans l'active context, dans le progress, dans le project brief, dans le système pattern, dans le tech contexte et dans le code. Le jour où ce truc de TreeView, je l'utilise plus et je pars sur autre chose, je dois aller modifier l'ensemble de toute la documentation ici. Et encore une fois, l'IA, plus vous lui donnez de contexte, plus vous risquez de la perdre. Si malencontreusement mon TreeView change et que je ne le change pas dans l'ensemble de tous les fichiers que vous voyez sur la gauche, je vais le payer tôt ou tard. C'est-à-dire que je vais discuter avec l'IA, elle va partir à côté et je vais contribuer à l'hallucination de l'IA si je la nourris avec du mauvais contexte. Donc, ultra important si jamais vous partez sur le principe de Memory Bank. Pour les instructions personnalisées à importer, je vous partagerai la mind map si vous voulez, mais voici l'ensemble du prompt du coup que j'ai utilisé. Grosso modo, ça décrit simplement le flow sur le plan et sur le act et en quoi, du coup, la base de mémoire doit systématiquement se mettre à jour dès qu'on utilise l'outil. En termes de règles, j'en ai mis absolument aucune. C'est simplement les règles qui sont dans mon PRD et ça c'est cool. Et vous avez une commande qui permet de générer automatiquement la mémoire lorsque vous démarrez votre projet. Ici, tout en bas, dans la documentation, vous avez, et elle est vraiment très bien faite encore une fois, le First Time Setup. Et dans le First Time Setup, vous avez un petit prompt, Initialize Memory Bank. Et ça va vous créer tous les fichiers avec le Project Brief et ça va essayer de l'aspirer de votre codebase actuel. Si jamais vous partez from scratch, c'est cool parce que vous allez pouvoir vraiment build un truc tout neuf. Par contre, si jamais c'est pas le cas, utilisez vraiment un LLM avec un gros contexte comme Gemini par exemple, parce qu'il va aller lire tous les fichiers et il va essayer d'en déduire ce que vous avez essayé de faire. Donc lisez bien ça, parce que potentiellement, il va vous raconter n'importe quoi. Mais tout aussi bien, vous pourriez être super étonné de ce qu'il va réussir à comprendre de votre codebase, en bien ou en mal. Donc ultra important de nourrir sa mémoire avec les bonnes informations, pensez à la mettre à jour régulièrement, update memory bank, tout simplement. Pensez à préciser du coup votre contexte au maximum dans les fichiers, évitez d'avoir l'information qui est dupliquée. Le but, c'est vraiment d'avoir une documentation vivante dans la mémoire. Ici, du coup, elle a fini de réfléchir à mon plan. Elle a été lire l'ensemble des fichiers, du coup, de la memory bank pour pouvoir, du coup, se faire une idée de ce que j'essayais de faire. Et là, du coup, elle va challenger le besoin avec moi. C'est vraiment un lead dev qui est dans mon IDE et qui va me dire, OK, l'emplacement de la vue, où est-ce que tu préfères le faire? C'est le mix entre un lead dev, un architecte, un product owner et à la limite un chef de projet. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez vraiment pouvoir discuter, comme avec un PO, comme avec un lead, sur la fonctionnalité que vous voulez créer. Et c'est ce en quoi, pour moi, Klein ont vraiment pensé au futur du développement. Il ne s'agit pas de se retrouver dans le curseur et de commencer à coder tout de suite. Il s'agit, OK, on doit coder, mais est-ce que vous avez déjà un plan avant? Est-ce que votre plan il est solide? Est-ce que vous avez pensé au edge case? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Est-ce que vous savez exactement d'un point de vue architecture comment vous allez l'implémenter? Et eux, ils sont à cette étape-là en fait. Et je la trouve super intéressante parce que la plupart des devs, faut pas se mentir, et moi ça peut aussi m'arriver, parfois j'ai absolument aucune idée de comment je vais attaquer le truc, juste par expérience, par kiff, je me lance dans le code et je commence à coder ça. Maintenant, est-ce que c'est la manière la plus efficace? Parfois pas, parfois il faut juste se poser, réfléchir. Peut-être que j'ai besoin d'une interface, peut-être que j'ai besoin de revoir mon architecture, peut-être que j'ai besoin d'installer une lib particulière. Bref, c'est ce petit temps d'adaptation-là, au tout début, qui nous freine un peu dans notre progression, mais qui nous fait gagner du temps sur le long terme. Et c'est un peu ce que Klein nous montre finalement. L'avantage du coup de partir sur un système comme ça, c'est qu'il va découper en plan d'action détaillé tout ce qu'on doit faire. Ici, moi, mon objectif, c'est de rajouter un système du coup de mise à jour de l'ensemble des données. C'est une fonctionnalité probablement que je vais pas développer avec vous là, parce que ça prendrait beaucoup plus qu'une vidéo. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais aller télécharger le hash de tous les fichiers au chargement. Je vais avoir du coup un nouveau service de vérification, parce que oui, du coup, on en parle sur comment est-ce qu'on doit bien structurer ces données, et notamment son code, toute l'architecture qui a été choisie ici, là, directement à l'intérieur de VS Code, donc toute l'extension, tout ce qui se retrouve dans SRC, qui est soit API, commande, service, utils, view, etc. Tout ça, en fait, ça a été choisi, bien sûr, avec moi-même, mais on a choisi d'un commun accord, du coup, avec Klein, sur comment est-ce qu'on devait organiser notre architecture. De la même manière, systématiquement dans son plan, il va me reproposer les nouveaux fichiers à modifier, les nouveaux fichiers à créer, etc. Encore une fois, on agit de concert avec l'IA, et ça, c'est cool. On n'est pas en train de vibe coder quelque chose et de dire, vas-y, démerde-toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Non, on est là, on est garant de la qualité du code, on est garant
que ça va bien fonctionner, qu'on n'ait pas de bug dans nos applications, bien sûr, on prend nos responsabilités, mais on s'aide de l'IA pour aller plus vite. Donc on va l'intégrer dans la vue, on va créer un nouveau bouton, on va gérer les edge cases, et a priori, l'IA a pas mal de petites choses. Elle me propose de passer en mode act, et c'est ce que je vais lui demander de faire tout de suite pour continuer la démo. Donc le mode act, qu'est-ce que c'est? Le mode act, c'est simplement, il va prendre l'ensemble du plan que vous allez voir. Et donc du coup, il vous a fait un diagramme. Et le graphe, si vous voyez pas ce que ça fait, ici, c'est un schéma du coup sur Mermaid, il faut que j'essaie de vous le zoomer. Voilà du coup ce que l'IA a fait, c'est simplement ce que j'ai copié-collé depuis Klein, et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a défini la nouvelle architecture qu'elle allait devoir employer, du coup, pour pouvoir implémenter tout ça. Donc du coup, on a notre refresh button, du coup, ça va trigger un update service. L'update service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire, du coup, le workspace state, qui a été storé, du coup, dans l'API GitHub, et notamment dans le VS Code Workspace State. La vache, je vais y arriver. Ça va pouvoir aussi aller récupérer, du coup, le remote trees, ok, qu'on va récupérer, du coup, depuis l'API GitHub. Bref, vous avez tout le système comme ça qui vous est explicité correctement et sur lequel l'IA va pouvoir se baser pour pouvoir répondre la meilleure solution possible. Ce qui est trop bien parce que là, pour le coup, je suis en train de faire une vidéo, donc je regarde à moitié très honnêtement parce que je suis concentré à essayer de pas bégayer. Mais globalement, si vous êtes en train de vous poser, vous êtes en train de dire, là, un développeur médior, senior, peut-être pas un junior à la limite, quoique, on peut analyser le plan, on peut analyser la structure et se dire, ok, il y a ça qui va pas, peut-être que ce plan-là, on peut le mettre dans une autre IA pour essayer de le comparer. Bref, grosso modo, là, vous avez la base de ce que l'IA va appliquer. Donc si à un moment donné, elle sort de ce plan-là, vous n'aurez simplement qu'à lui dire Pépito, ici, là, tu t'es planté, le list of file status, t'as oublié de le faire. Et là, elle va vous dire ah oui, excuse-moi, non, je m'en occupe tout de suite. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a beaucoup de contexte. Des fois, l'IA, elle part, elle oublie deux choses. C'est tout à fait normal. Maintenant, une fois que vous avez ça, si vous êtes sûr à 90-80% que votre plan est bon, demandez l'implémentation à l'IA. Par contre, si votre plan, il est pas bon, au final, n'essayez pas de compter sur l'IA pour le corriger parce que la personne qui doit réfléchir, a priori, c'est vous pendant encore quelques mois. Le temps qu'elle devienne beaucoup plus smart. Mais voilà, prenez le temps de faire un plan en amont, c'est super important. Wow. Ici, on en a pris plein la tronche. Ça a fait beaucoup de choses. Ça a priori mis à jour certains fichiers et d'ailleurs, c'est toujours en train de le faire. Bon, c'est un peu lent, je vous l'accorde. Et c'est un peu lent pour deux raisons. La première, c'est que il va faire pas mal de petites choses. Ok. Et on peut voir que j'utilise Gemini, qui est pas forcément l'outil IA le plus smart. C'est pour ça que je vous conseillais au début de séparer le fait de récupérer des informations, ok, d'avoir le système de plan et le système d'acting, parce que je trouve que Gemini, ok, il est bien, mais Claude est quand même plus smart, ok. Ou même GPT 4.1 du coup est plus smart, donc pensez à le faire. Le truc qui est chiant et qui m'importune beaucoup, c'est que là, vous voyez, pendant qu'il est en train de travailler, il y a deux choses. La première, c'est qu'il va limiter ses requêtes à 30 appels API. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que vous n'avez pas envie de partir prendre un café, de revenir, de voir qu'il a fait 300 appels API et que du coup, vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Et pendant qu'il est en train de bosser, il est en train d'utiliser l'API de VS Code pour naviguer entre les fichiers. Ce qui fait que là, moi, actuellement, je ne peux rien faire si ce n'est vous regarder dans le blanc des yeux et attendre. Je ne peux rien faire sauf qu'attendre. Si jamais je change de fichier là, je vais vous montrer ça tout de suite. Montrer par exemple sur lui. Voilà, je vais rentrer ici. Voilà, il va me switcher la fenêtre. Vous pouvez pas travailler en même temps que Klein est en train de travailler. Je sais pas si c'est une limitation de VS Code. Je sais pas si c'est la raison pour laquelle, par exemple, Cursor, ils ont choisi de forker VS Code. Avec Cursor, vous avez plusieurs fenêtres, vous pouvez lancer plusieurs agents en même temps. Ils se débrouillent et modifient les fichiers a priori. Vous ne serez pas impacté, sauf si vous modifiez en même temps que l'agent le même fichier, mais là, je peux rien pour vous. Globalement, c'est une grosse limitation de Klein, c'est pour ça que vous avez plutôt intérêt à bien penser votre plan en amont pour pouvoir lui donner à manger, lui donner des trucs à faire et vous partir sur d'autres choses pour paralléliser le temps. Voilà, c'est une grosse limitation pour moi, il faut être au courant qu'elle existe. Ok, la tâche a été complétée, il a implémenté la fonctionnalité de vérification des mises à jour et des règles téléchargées. Les modifications principales étant, donc on peut voir qu'il a été modifié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichiers, c'est quand même pas mal. On va regarder brièvement le code qui a été généré. Le tout premier truc, c'est que Gemini me sort des commentaires absolument sur tout ce que je fais et j'ai pas de Klein Rules pour lui dire de l'empêcher de faire ça. J'avoue qu'il faudrait. Ici, du coup, ça a récupéré l'ensemble des informations. Bon, déjà, le tout premier truc qu'on peut voir, c'est que ça utilise le logger, ça utilise toutes les informations qu'on a déjà, ça écrit les interfaces, ce que je lui ai demandé de faire du coup dans les specs. Ça, c'est cool. A priori, ça a pas généré de services que ça n'utilise plus, comme ça aurait pu être le cas. Les services sont importés au bon endroit. Ah si, ici, ça a implémenté l'update check service, mais ça ne s'en sert pas a priori. Donc voilà, il y a des petites décisions un peu douteuses comme ça. En termes de project status info, ici, on aurait pu utiliser une classe avec un enum. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Et ça m'a rajouté un commentaire ici, alors qu'a priori, on s'en balance. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses. On remet en cause le plan initial. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il est pas bon? Là, pour le coup, comme je vous le disais, j'ai pas spécialement regardé. Et la seconde chose, c'est est-ce que le code, du coup, généré correspond bien à ce qu'on avait demandé. Ici, là, c'est pareil. On peut voir qu'il y a des petites modifications qui mériteraient, du coup, d'être traitées. C'est notamment l'objet de la seconde passe qu'on va faire. Mais déjà,
est-ce que la fonctionnalité a été implémentée correctement. Donc je vais simplement lancer tout ça en mode debug et voir un peu si ne serait-ce que le logiciel se met à se lancer et si au moins on a les bonnes informations. Ok, ici on a un bouton de mise à jour qui s'est rajouté, un check for rule update qui tourne. Voilà, il tourne, je sais pas ce qu'il fait mais il tourne. Donc quand vous êtes en train de parler avec Klein, il y a 2 choses à lui demander. La première, c'est de vérifier ce qu'il a fait, c'est hyper important. Et de lui dire que j'ai simplement mon bouton de logiciel qui tourne et que j'ai pas de statut. Et je lui demandais de rajouter un système de statut, notamment en bas à gauche, un peu comme le système que vous pourriez avoir ici, pour avoir vraiment un statut de ce qui est en train de se passer, parce que là, pour le coup, sur mon extension VS Code, j'ai un truc qui est en train de tourner, mais je sais absolument pas de quoi il en retourne. Voici pour le système de mémoire et de comment est-ce que vous pouvez attaquer. Donc, pour petit rappel, on a 2 agents distincts, ok. Il y a vraiment une grosse différence entre planification et action. Et systématiquement, quand vous allez utiliser le mode plan, ça va lire le contexte, ça va poser des questions, ça va clarifier. À la fin, ça va vous générer un petit diagramme sur Mermaid, que vous pouvez coller dans Mermaid Editor pour juste avoir une vision finalement de la fonctionnalité que vous allez être en train de créer. Est-ce qu'elle correspond bien à ce que vous aviez imaginé? Et encore une fois, le but d'un développeur, d'imaginer des solutions que vous allez transcrire directement dans le code. Encore une fois, c'est pour ça que je pense que Klein est une très bonne approche. Ici, je vous ai mis une petite capture d'écran de la différence du coup entre le mode read et le mode write. Et bien sûr, vous avez accès directement à la mind map et je vous mettrai accès à la documentation pour que vous puissiez récupérer tout ça. Et bien sûr, vous avez le mode act. Essayez d'utiliser des agents différents. Du coup, ça m'aurait évité quelques déconvenus. Mais je vous expliquerai en fin de cette vidéo pourquoi j'ai choisi de partir sur Google Gemini et pourquoi je suis pas parti sur autre chose. N'hésitez pas à basculer entre les modes, mais très très important, les bonnes pratiques. Commencez toujours par le plan. Vous pouvez avoir une feature de 4 lignes à faire, bon non, 4 lignes j'abuse. Mais à partir du moment où vous avez une fonctionnalité ou un bug à corriger, mais qui nécessite, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 minutes de réflexion, à partir du moment où vous avez ça, vous avez rien à perdre à utiliser un système de planification en amont qui va vous prendre 5 à 10 minutes grand max et qui va vous permettre de clarifier votre esprit. Ce qui vous limite dans votre vitesse de code, c'est souvent pas votre capacité à comprendre du code, parce que le code, vous êtes capable de l'écrire vous-même, mais c'est juste la vision, ok? Comme aux échecs. On est limité par sa vision. On peut voir que un ou deux coups d'avance. On peut voir que 2 ou 3 fichiers d'avance. C'est exactement la même chose. La capacité d'organisation de se dire, ok, je vais écrire un service là qui va appeler ça, puis qui va faire ci, qui va faire ça. C'est ce qui fait que vous pouvez être un excellent développeur. C'est que du coup, l'algo arrive ou quelque chose comme ça, boum, vous êtes tout de suite capable d'anticiper ce qui va se passer. Utilisez ce système, l'IA va vous rendre plus smart, notamment avec ce genre de plan. Fragmentez au maximum les tâches complexes. Comme vous le savez, tout est histoire d'une granularité. Envoyer une fusée dans l'espace, c'est difficile. Maintenant, à son plus petit niveau d'échelle, c'est une succession de petites étapes simples. Je dis pas qu'envoyer une fusée dans l'espace, c'est difficile. Je dis que prendre sa voiture pour aller à la station spatiale, pour pouvoir m'asseoir sur mon ordinateur et pouvoir coder quelque chose, c'est une étape, ok, et c'est une étape facile. Coder simplement la fonction qui permet d'afficher du coup la température sur un truc en récupérant le capteur, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de mettre tout ensemble ce système ultra complexe, ok? Mais si vous cassez toute la complexité, il n'y a rien de difficile en ce bas monde. Enfin, c'est ce que j'aimerais bien croire. Dernière chose, je voulais vous faire une petite démo, mais en fait, tout ce que je suis en train de faire là, ça prend beaucoup trop de temps. On est en train de gérer des features, machin, etc. Donc, je vous propose du coup de laisser ça pour plus tard et notamment rejoignez-nous sur le Discord. Je fais jamais de pub dans mes vidéos. Je vais faire une pub, tiens. Rejoignez-nous sur notre Discord. Merci. Voilà, c'était la pub. Du coup, blague à part, sur le Discord, en fait, on se fait des lives tous les vendredis et on se partage ce genre de vidéos, on se partage des astuces, des tutoriels, etc. Et c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pu partager dans une vidéo privée que j'aurais postée sur le Discord. Aussi simple que ça. Discord AI Driven Dev, c'est dans la description. Maintenant, en termes de bonnes pratiques, les limites de Klein, vous allez payer vous-même vos tokens. C'est-à-dire que tous les appels que là, c'est en train de faire, ils me sont facturés. Okay. L'astuce ici, je vous la donne parce que c'est vous. Si vous vous connectez sur votre compte Google Cloud, okay, vous pouvez voir quelque chose d'incroyable. J'ai $300 de gratuit sur mon compte Google Cloud. Et pour le coup, c'est juste que dans l'offre d'essai du coup de Google Cloud, on vous donne $300 de gratuit. Bien évidemment, moi je m'en suis servi pour taper dessus et j'ai déjà utilisé $100. J'utilise du coup l'API de Gemini directement dans VS Code, j'utilise dans les projets à côté. Bref, j'y tape un maximum dessus. C'est de l'argent gratuit, faites-vous plaisir, il y a $300. Et bien évidemment, une fois que vous avez cette clé-là, vous n'utilisez pas la solution OpenRouter, mais si vous avez besoin du coup d'utiliser Google pour vos projets, ici, vous avez juste à charger Klein et à choisir le bon modèle et à choisir la bonne clé API ici. Maintenant, ce que vous avez aussi en termes de limite de Klein, c'est que c'est pas adapté du coup à de l'autocomplétion basique. C'est vraiment un système d'agent qui vous permet de faire pas mal de petites choses, mais c'est peut-être aussi pour ça que la communauté s'est scindée en deux, c'est que sur Recode, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités avancées entre guillemets qui vous
permettre en tant que développeur d'aller beaucoup plus vite. Voilà, et bien sûr l'ADX, pas terrible, Klein est en train de modifier des fichiers, vous pouvez pas taffer en même temps, c'est un peu chiant. Maintenant, conseil d'utilisation, soyez ultra précis dans vos prompts. En fait, c'est exactement le même conseil que je donne absolument tout le temps dans toutes mes vidéos, donc vous devez en avoir marre, mais mentionnez explicitement les fichiers, maintenez la memory bank à jour, utilisez le système plan act pour structurer, et en fait ce truc-là, on n'a pas attendu Klein, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on fait ça dans Light Driven Dev, donc architecte editor, plan act, c'est la même sauce. Vérifiez chaque proposition avant de valider, relisez-vous, recheckez le schéma Mermaid qu'on a vu tout au début, c'est ce qui fait que vous allez produire du code de qualité. On se retrouve du coup sur notre extension, ça a bien vérifié du coup que je puisse récupérer les rules et que je peux les checker ici. Maintenant, j'ai toujours mon bouton qui tourne sans que je ne sache pourquoi, et je sais même pas si le système a bien fonctionné, j'ai pas la vue que je voulais avoir. Bref, là pour le coup, j'aurais dû mettre un peu plus d'énergie là-dedans. Je pense que c'est typiquement une feature que je vais développer tôt ou tard, mais au moins vous avez une bonne overview de comment est-ce que fonctionne Klein. Ok, côté avantage, côté inconvénient, côté communauté. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer le système de Memory Bank et ô combien c'est cool de taffer là-dessus. Le système de Plan Act fonctionne extrêmement bien. Là, sur une vidéo de démo, je pense qu'il manque le 10-20% restant pour pouvoir connecter les trucs ensemble, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Utilisez le système de planning pour Gemini, utilisez le système Act avec Claude 3 pour cette sonnet qui est beaucoup plus intelligent. Il y a vraiment un gros gain de productivité à utiliser ce genre d'outils pour la simple et bonne raison que j'ai codé du coup l'extension que vous avez vu VS Code, qui est pas forcément difficile à faire. Mais juste, j'ai jamais fait d'extension, il faut aller la publier, faut que ça se connecte à l'API GitHub, il y a tout un système de configuration que vous n'avez pas vu. Je ferai une vidéo de lancement par rapport à ça. J'ai codé ça en même pas un jour. J'aurais jamais pu faire ça il y a 1 an en arrière. Donc il y a vraiment un gain de productivité, c'est super cool, c'est super sympa d'avoir de la documentation. Là, pour le coup, j'ai simplement à donner l'ensemble de mon projet directement aux membres de la communauté et n'importe qui peut voir ce qu'il y a dans le projet à l'intérieur. Ils lisent le project brief et c'est bon. Il n'y a plus besoin d'une passation, il n'y a plus besoin de faire une réunion d'1 heure pour expliquer comment est-ce que c'est en train de se passer. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, mais grosso modo, c'est vraiment en train d'avancer dans le bon sens. Les inconvénients, c'est que le modèle économique est basé sur usage, c'est-à-dire que plus vous allez vous utiliser, plus vous allez flinguer le truc. Là, j'ai claqué $100 à peu près. Pas juste sur l'extension, bien sûr, sur d'autres choses. Mais grosso modo, vous allez voir que par rapport à une licence à $20 sur Cursor, ça va quand même assez vite. La configuration et grosso modo l'utilisation de Klein, c'est un peu trop technique et évidemment, c'est moins adapté au microtage. Comme vous n'avez pas d'autocomplétion et de ce genre de trucs-là, en fait, vous ne passez que par l'agent, ce qui peut être un peu contraignant. Voilà, le résumé des points abordés ici, c'est sur la droite. Ce qu'on n'a pas vu, c'est les MCP, pour la simple et bonne raison que je vais faire une vidéo qui est dédiée dessus. Essayez Klein par vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Le système Plan Act, franchement, si vous voulez l'utiliser pour un projet perso, faites-vous plaisir. Vous avez $300 de gratuit sur Google Cloud. Profitez-en. Le projet perso que vous n'arrêtez pas de remettre au lendemain parce que tout simplement vous n'avez pas le temps et que la vie avance. Prenez le temps de le faire avec Klein. Faites une V0, faites une V1. Ultra minimaliste. Documentez-le. Vous allez voir, c'est ultra satisfaisant à faire. N'hésitez pas à mettre vos retours directement en vidéo, en commentaire, pardon. Lâchez un like pour la force, comme vous voyez, je commence à fatiguer. Est-ce que je recommande Klein? Oui, totalement. Je recommande pour vous faire plaisir, pour des projets perso, pour des projets comme ça sur lesquels vous allez avoir envie d'avoir une documentation qui est au plus proche de votre code, ce que je trouve très très bien. Est-ce que c'est adapté pour les gros projets? Non. C'est bien pour ça que du coup, je recommande toujours l'utilisation de Cursor pour des plus gros projets. C'est clairement sur la bonne voie. Et je pense qu'on pourrait être surpris d'avoir des systèmes multi-agents qui sont capables de lire et d'auto-mettre à jour leur mémoire comme Klein le fait, mais à plus grande échelle dans les mois à venir. Portez-vous bien, kiffez avec l'IA et on se retrouve dans une prochaine vidéo.